Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Captain Marvel. J'arrive donc un petit peu en retard dans les bacs, comme on dit, mais je suis quand même back dans les bacs contact. Les vieux connaîtront ce dont je parle. Cette référence à 3 francs à NTM, au suprême, comme on dit. Et donc, Captain Marvel, faut que j'arrête de dégraisser, sinon je vais encore prendre 3 heures. Captain Marvel, qui est sorti en France le 6 mars 2019, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est cela. Je l'ai vu au cinéma et en version française 3D, et oui effectivement, j'avais pas forcément prévu de le voir dans ces conditions-là, mais il se trouve que j'ai pas pu faire autrement, parce que voilà, c'était la seule séance possible au moment où je pouvais aller le voir. Alors j'ai raté un tout petit peu le début, 2-3 minutes, mais je pense pas que ça posera problème dans ma critique, puisque je vais essayer aujourd'hui de vous faire une critique un peu particulière. Beaucoup de critiques sur Captain Marvel sont sorties, beaucoup ont été très accurate, donc je vais essayer de pointer, enfin je trouvais très juste, hein, tout simplement, la critique de Benzaï notamment, pour voir des critiques courtes que je trouve pour le coup qui cernaient bien les problèmes, les enjeux principaux de ce film, mais je voulais pointer certaines choses qui pour moi sont pour le coup nouvelles, mais que j'ai vu se développer petit à petit dans le Marvel Cinematic Universe et dont je vais parler. Mais je vais vous d'abord faire une critique, on va dire, globale du film. Je vous ferai un mini pitch et je pourrais vous parler de tout ça. Donc Captain Marvel est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, dont je ne connais pas du tout la filmographie. Ça fait un moment qu'ils tournent, hein, ils ont fait des séries télé, ils ont fait pas mal de choses. Honnêtement, je les connais pas. Donc j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait, j'ai rien vu, ni en série télé, ni en court-métrage, ni en long. Donc je vais pas vous en parler, dire des bêtises. C'est pas leur premier film à Hollywood, hein. Ils ont fait un film notamment avant avec notamment Ryan Reynolds quand même en 2015, donc c'est plutôt cool parce que Ryan Reynolds ça reste un acteur super bankable, surtout depuis Deadpool, mais qu'il était déjà avant. Et donc voilà, pour vous dire là pour le coup j'ai vraiment rien à dire sur eux. Ils ont écrit le scénario, ils ont réalisé le film, et je vais donc faire une critique blanche, neuve comme s'ils n'avaient réalisé que Captain Marvel, ce qui est bien sûr une manière de les insulter gratuitement et de faire preuve, comment dire, de professionnalisme, hein, n'est-ce pas ? Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur eux, c'est rare. Par contre, sur Brie Larson, je peux vous en parler un petit peu, qui est une actrice que j'apprécie depuis un moment, que j'avais découvert notamment dans la série The United States of Tara, que je vous conseille de découvrir, que je trouve qu'une très belle série qui s'est malheureusement arrêtée à la saison 3, avec une fin un peu abrupte, hein, comme toutes les séries qui sont arrêtées en plein show. Très bonne série, où le personnage principal, et bien sûr j'ai oublié son nom, qui est une actrice formidable, est atteint de troubles de la personnalité multiple, et dont que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très bien dans ce rôle-là, et série vraiment de grande qualité, que je trouvais très bien écrit, avec un ton loufoque décalé, mais qui abordait son sujet avec beaucoup de qualité, beaucoup de finesse, je trouve, et série qui, pour moi, reste un petit peu qui fait partie de ce groupe de séries qui aurait dû continuer, et qui a malheureusement été arrêté, ça arrive souvent, c'est comme ça. The United States of Tara, si vous n'avez jamais vu, je vous le conseille grandement, c'est vraiment très bon. Et donc Brie Larson dans cette série jouait la fille de l'actrice principale, dont décidément je ne trouve pas le nom, et elle était très bien dans ce rôle, elle avait complètement cerné le personnage, et c'était un de ses premiers grands rôles à la télévision, et je trouve qu'elle était très bien. En l'occurrence, je l'avais découvert là. Puis je l'avais revu dans un autre film avec le mot State dedans, qui s'appelle State of Grace, qui est un très beau film. Oui, l'actrice de United States of Tara, c'est Toni Collette, voilà, que je trouvais juste excellente dans cette série, brillante, et je vous conseille vraiment de la regarder. C'est du très très bon taf. 3 saisons avec c'est 13 épisodes de 30 minutes. C'est vraiment de la bonne comédie avec un ton décalé, c'est très touchant aussi. Enfin voilà, série qui a vraiment été arrêtée, c'est bien dommage. Je l'avais donc vu dans State of Grace, qui est un très beau film elle fait partie d'un groupe de personnes, d'une sorte d'association qui réunit dans des sortes de maisons, un foyer pour les jeunes en difficulté, et elle était excellente dans son rôle, puisqu'elle avait elle-même eu un passé très compliqué, c'est pour ça qu'elle était devenue une membre très importante de ce foyer. Je crois que c'était carrément la chef avec son compagnon. Et tous les deux, les deux acteurs étaient très bons, vous voyez qu'ils avaient un rapport très complexe. C'était vraiment un très beau film, je vous le conseille aussi, State of Grace. Peut-être que je ferai à voir dessus, franchement, très beau film. Et elle s'était révélée, entre guillemets, à moi dans ce film. Là, je me suis vraiment dit,
excellente actrice et à suivre après State of Grace. Et entre-temps, elle a fait plein d'autres films qui ont très bien marché, notamment Room, que je n'ai pas vu, où elle a été encensée. Elle a aussi joué dans Kong Skull Island, notamment, et dans différentes choses. Et donc, elle a été castée, et j'ai trouvé ça très très bien, pour jouer donc Captain Marvel dans le Marvel Cinematic Universe. Et donc, après avoir été annoncé il y a déjà 4 ans maintenant, le film est enfin arrivé sur nos écrans. Dans la suite du casting, puisque je l'ai commencé, on a les grands classiques, mais qui fonctionnent toujours dans leur rôle et qui fonctionnent très bien. Samuel L. Jackson en Nick Fury. Mon copain Phil Coulson, oh j'ai oublié son nom. Oh là 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 là. Clark Gregg dans le rôle de Phil Coulson, qui est toujours aussi cool et bien dans le film, même s'il est un peu en second rôle. Et on a des petits nouveaux au casting, un Jude Law fidèle à lui-même ces dernières années, c'est-à-dire qu'il fait pas mal de films de genre et de choses comme ça, où il a des rôles pas forcément très profonds, dans le rôle du mentor, en quelque sorte, du personnage de Brie Larson, qui s'appelle Verse. Et donc il joue le rôle de Yon Rogue, et il est très bien, il fait son rôle à fond. D'ailleurs il a un tic de jeu, j'en parlerai un peu plus tard. Donc Jude Law, impeccable dedans, et surtout Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos, qui joue vraiment très très bien, et que je trouve vraiment bien dans ce rôle. C'est un des premiers rôles où je le trouve très bien. Ben Mendelsohn, c'est un peu le mec qui est utilisé pour faire le méchant riche, de manière un peu caricaturale. Il avait notamment été utilisé comme ça dans le dernier Spielberg, Ready Player One, et c'était assez désagréable parce que je trouvais que c'est une caricature de personnage et non pas un personnage. Donc j'avais un peu marié l'acteur à ce type de rôle. Et là, il joue le rôle d'un Skrull qui s'appelle Talos, et il est très bien. Il est vraiment très bien dans le rôle. Il amène beaucoup de nuances, beaucoup de finesse. J'ai beaucoup apprécié son jeu. Et même dans la version française, j'ai trouvé que le doublage... il est doublé par l'acteur qui doublait notamment Dr House. Et je trouve que ça fonctionne très très bien du coup. Ça lui donne un rôle très ambigu. Bref, le casting est à l'avenant, mais clairement, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury s'éclate comme un dingue, avec cette fameuse technologie du de-aging qui est encore une fois très impressionnante. On a vraiment l'impression qu'il a l'âge qu'il avait dans les années 90, c'est impressionnant, puisque l'histoire se passe au début des années 90, et Brie Larson est impeccable. Mais je vais revenir là-dessus plus clairement. Je voulais juste parler de Brie Larson pour dire que c'est un peu avec son nom qu'ils ont lancé le projet. Elle y a participé à fond, et je savais déjà que Captain Marvel partait avec de très bonnes bases, avec une aussi bonne actrice pour le film. Alors, est-ce que c'est la seule qualité du film d'avoir Brie Larson dans le rôle principal et Nick Fury en second rôle, donc Samuel L. Jackson qui fait encore du Samuel L. Jackson? Oui. Voilà. Je vais pitcher d'abord, avant qu'on continue. Donc, au début de notre histoire, Verse est entraînée par son grand maître, Yon Rogue. Elle fait partie des combattants Kree de la Star Force, qui sont des héros légendaires héroïques, des combattants héroïques légendaires, ou comme vous voulez, vous le mettez dans tous les sens. C'est tout aussi gonflant que ça en a l'air, mais ils sont super forts, ils sont envoyés dans toute la galaxie pour chasser notamment les ennemis de Kree, mais les ennemis de l'humanité, comme ils le disent. Les ennemis du bien, comme ils le disent. J'ai nommé évidemment les Skrulls, mais plein d'autres menaces. En l'occurrence, la menace principale pour les Kree, ce sont les Skrulls, et ils essaient de les dénicher un peu partout. Alors qu'à l'entraînement, Yon Rogue fait comprendre à Verse, donc à notre chère héroïne, qu'elle doit contrôler ses émotions et que sans ça, elle ne pourra pas maîtriser son pouvoir, son immense potentiel. Leur grand chef principal, qu'il n'est possible de voir que dans une simulation, il s'appelle la Suprême Intelligence, explique à Verse que son pouvoir peut lui être retiré par tout moment, puisqu'il lui a été donné par les Kree, et que donc elle doit obéir, mais surtout faire preuve de respect et de dévotion envers la cause des Kree, ce en quoi Verse croit totalement, puisque elle est amnésique et elle ne se souvient que de ce que les Kree lui ont appris. Appelé sur une planète pour un message d'urgence, Verse est kidnappé par des Skrulls qui fouillent dans sa mémoire, et dans sa mémoire, il révèle à Carol, il révèle à Verse qu'en fait elle vient de la Terre, et qu'une grande partie de ses souvenirs serait peut-être plus ambiguë que ce que les Kree veulent bien lui dire. Bien sûr, Verse comprend que c'est une manipulation des Skrulls, leur tatane la bouche, et comprend que les Skrulls sont à la recherche de quelqu'un de très important sur Terre qui pourrait leur permettre d'obtenir la technologie de la vitesse supraluminique, technologie qui leur permettrait donc de reprendre le contrôle de l'univers, puisque les Skrulls sont à la recherche de cela. Verse a compris, contacte son chef Yon Rogue qui lui demande de l'attendre là où elle est, mais comme elle est un peu butée, elle décide de se rendre sur Terre
pour chercher cette fameuse personne, mais aussi parce que dans ses souvenirs, elle a été troublée et a vu des images d'elle sur Terre. C'est pourquoi elle part à la recherche aussi bien de ce fameux personnage qu'elle doit absolument trouver, créateur du menteur supraluminique, mais elle retourne aussi sur les passes de son propre passé. Excusez-moi pour ce pitch un peu long, on est dans le truc très classique du héros qui a perdu la mémoire, qui retrouve des traces de son passé, et comme il a un talent, il a un certain talent, et qu'en plus il a ce petit caractère un petit peu je résiste à l'autorité, qui le rend évidemment très très sympathique d'emblée, et très, comment dire, je trouve pas le bon terme, mais on va dire sympathique, tout simplement, et ben on a envie de le suivre, et bien sûr il résiste à l'autorité, et suit son propre chemin, pour aller découvrir son passé. Pitch ultra classique. Je vais ultra puissance 10. On est vraiment là face à une histoire, je vais faire très court sur le scénario, simple, clair, net et précis. Il y a un ou deux retournements de situation que je trouve plutôt bien amenés, honnêtement ça m'a bien plu, mais de là à dire que c'est le grand coup de pied aux fesses et le scénario original à la manière de Civil War par exemple ou autre, alors absolument pas, c'est une origin story bien racontée, correcte, mais vraiment sans plus. On est dans l'archétype de l'histoire de héros, de super-héros, quoi. Elle a des pouvoirs extraordinaires, elle ne sait pas d'où ils viennent, elle a perdu la mémoire, donc elle doit se retrouver un peu plus, parce qu'évidemment, on ne lui dit pas tout, et évidemment, du coup, ça l'amène à avoir un point de vue qui évolue, alors qu'au début, elle est sûre de défendre la bonne cause. Au fur et à mesure de l'histoire, elle doute, elle sait pas trop où elle est, est-ce qu'elle a raison d'être avec eux, avec d'autres, ainsi de suite, est-ce que c'est plutôt une humaine, plutôt une Kree, ainsi de suite. Évidemment, la rencontre avec Nick Fury la bouscule aussi un petit peu, puisque lui est capable de s'adapter très vite à la situation, d'ailleurs un peu trop vite, je trouve ça enlève presque de la vraisemblance au film, puisqu'il est presque jamais choqué du fait de tomber sur des extraterrestres, alors que visiblement c'est la première rencontre que les humains ont avec des extraterrestres, donc ça pourrait quand même être assez choquant, mais vu qu'il est préparé, qu'il fait partie du Shield, eh ben, il le prend avec un certain flegme. Alors évidemment, ça correspond au personnage de Nick Fury, ce qui fait qu'une grande partie du charme du film fait que la relation entre Verse et Nick Fury fonctionne très bien. Brie Larson et Samuel L. Jackson s'éclatent ensemble, à tel point que, pour la petite parenthèse, dans un prochain film qui va sortir, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Unicorn Shop, qui est réalisé par Brie Larson, et évidemment Samuel L. Jackson a un rôle visiblement important dedans. Alors juste pour vous donner un peu le style, hein, ça ressemble vraiment au caractère de l'actrice, Brie Larson réalise ce film, et c'est l'histoire d'une fille qui rentre dans un magasin magique où on lui propose de lui vendre une licorne, et a priori elle passe le film à essayer de créer un ranch pour pouvoir s'occuper de sa licorne. Voilà, ça vous donne une échelle d'idée du type de personnalité qu'est Brie Larson, hein. Que ce soit State of Grace ou The United States of Tara, c'est quelqu'un qui a souvent joué des personnages décalés, et ça a l'air de correspondre à sa personnalité aussi. Et là, c'est beaucoup moins le cas du coup dans Captain Marvel, c'est pour ça que c'était intéressant de la découvrir dans un autre type de rôle, justement. Grosso modo, comme je le disais, le scénario est extrêmement simple, histoire de super-héros basique, retour sur le passé, j'ai perdu ma mémoire, j'essaie de savoir qui je suis, et évidemment mon identité va se faire au fur et à mesure de l'histoire. Rien de surprenant là-dedans, avec des petits atours de films d'espionnage, puisqu'elle est techniquement un espion extraterrestre sur Terre, qu'elle rencontre un autre espion, donc Nick Fury, qui a des intrigues autour du Shield, autour des Skrulls, autour des Kree. Donc voilà, vous avez compris un peu le délire, hein. Rien de vraiment original là-dedans. Il y a un petit twist, mais je ne l'éventerai pas, et je trouve qu'il est bien amené, je trouve que ça fonctionne bien, donc je ne l'éventerai pas. Parce que c'est une des rares qualités de ce scénario, honnêtement, parce que sinon, c'est un scénario très basique. Il y a beaucoup de grandes phrases à base de défendre le bien, et ce genre de trucs. Donc même si c'est compréhensible dans le contexte, et même si on comprend que les Kree, les combattants Kree notamment, ont un certain orgueil, ce qui les rend par moments débiles, puisqu'elle-même insiste sur le fait que ce sont des combattants légendaires héroïques, c'est elle-même qui rajoute le mot, hein. Donc même si elle trouve ça un peu cheesy, on sent qu'elle y croit un petit peu aussi, donc vous voyez un peu le délire, quoi. Quand on commence à se qualifier soi-même d'héroïque, on a un petit problème d'ego et un petit problème de perception de la réalité. Et ça, à la limite, le scénario le joue plutôt bien, de manière assez fine. Notamment parce que, encore une fois, le rapport entre Nick Fury et Verse fonctionne plutôt bien, qu'il y a des petits traits d'humour qui sont plutôt sympathiques par-ci par-là, et que leur relation emporte quelque part le film de manière sympathique, puisqu'ils font l'enquête ensemble, ils se méfient un peu l'un de l'autre, puis finalement ils font équipe, ce dont on se doute, il n'y a pas de surprise, hein, je vous spoil rien là. Et du coup, on est face à un scénario extrêmement classique, emmené par un couple sympathique, plutôt original, puisque c'est une femme avec des super pouvoirs extrêmement puissantes, avec un gars qui est un peu dépassé par la situation, mais qui en même temps qui est assez malin, voilà, dans une intrigue d'espionnage, je fais simple.
On a tous les clichés de ça, donc je vais pas vous les énumérer parce que ce serait vous déflorer le film plus que ça. Ce que je vais pointer, c'est que le film a malheureusement très peu d'autres qualités, je trouve, que ça. C'est un film sympathique, il se regarde sans problème, mais au niveau de la réalisation, je ne connais pas le travail, encore une fois, de Hannah Boden et Ryan Fleck, mais je dois le pointer tout de suite, c'est un film complètement moyen. J'ai trouvé ce film absolument standard. C'est peut-être un des films Marvel les plus standards que j'ai vus. Si vous avez écouté ma critique de la trilogie Thor, vous savez que je trouve que, avec l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, malheureusement, alors que j'aime bien le taf de Louis Leterrier, mais pour le coup, l'incroyable Hulk, non, j'aime vraiment pas, je trouve que c'est un film qui a trop de problèmes. Thor The Dark World est un film que je trouve vraiment, vraiment pas bon. À plein de niveaux, au niveau de la réalisation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Et pourtant, il y a des scènes que je trouvais très spectaculaires dans The Dark World. Là, on est dans un pendant, je trouve, équivalent. Je trouve ce film plus sympathique que Thor The Dark World, parce qu'au moins, Captain Marvel a une histoire à raconter qu'il tient du début à la fin, ce qui n'était pas le cas de Thor 2. Mais là, en l'occurrence, on a un autre problème, c'est que c'est un film qui manque de personnalité. L'actrice a de la personnalité. Samuel L. Jackson connaît son personnage de Nick Fury et arrive à lui donner de la personnalité. Ben Mendelsohn, dans le rôle de Talos, arrive à donner de la personnalité à son personnage. Et il joue bien, et le personnage est plutôt bien écrit. Jude Law, et là on commence à rentrer dans le problème, a un personnage tellement unidimensionnel que je trouve, il n'y a rien à faire dedans, donc c'est Jude Law, mais c'est pourquoi Jude Law plus que quelqu'un d'autre, très honnêtement, hein, à part le fait d'avoir Jude Law. Et je parle même pas du personnage d'Annette Bening, qui pour le coup, pour moi, n'a aucune nuance. Donc, et le personnage de l'agent Coulson, qui est tellement cool, entre guillemets, dans les autres films, là, et ici, on le découvre et puis c'est tout. Donc c'est juste pour dire que les acteurs ont apporté quelque chose dans le personnage, mais la réalisation en elle-même, je trouve que c'est le niveau, mais pas dans le sens mauvais, le niveau, on va dire, c'est 10 sur 20, quoi. Ils font ce qu'il faut, et c'est tout. Il n'y a aucune audace, aucune vraie idée de mise en scène, je trouve, qui soit marquante. C'est propre, c'est bien fait, on a de belles images, on a notamment des images dans, pas le sud, mais on va dire dans des grands champs de blé américains, là, qui sont très beaux, ils sont dans une ferme à un moment donné, c'est très joli. On a des passages dans des vaisseaux spatiaux et tout, c'est plutôt bien foutu. On a des scènes de combat dans l'espace et des trucs... Ok, c'est bien fait, mais c'est même pas... Je pourrais à peine qualifier ça d'efficace parce que je trouve que ça transmet très peu d'émotions. Finalement, le film a très peu d'enjeux. Il y a très peu de sensations de risque, très peu de sensations de limites. Le personnage, je le trouve pas poussé dans ses limites du tout, en l'occurrence. Alors peut-être qu'ils en gardent sous le coude parce qu'ils veulent la confronter à ses limites dans Avengers Endgame, mais si c'est le cas, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un point faible. Si tu fais un film sur un personnage, c'est que tu as quelque chose à raconter. Sinon, tu l'introduis comme Spider-Man dans Civil War, et voilà. Et il apporte un maximum, et fin de l'histoire. Vous voyez, c'est un bon contre-exemple, je trouve, de faire un film sur un personnage qui décolle jamais réellement. Et pour ces personnages qui volent, c'est un peu dommage. Bon, je ferme la parenthèse, mais j'arrête de faire le kékoué, mais vous comprenez l'idée. C'est simplement un film médian. Le film est sympathique, je dis pas qu'on passe un mauvais moment devant, mais clairement... par rapport à l'intensité que certains autres films Marvel ont pu atteindre, évidemment Infinity War, mais je parle aussi de, je sais pas, Iron Man 3, Thor, Ragnarok, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, vous voyez, des films qui ont vraiment réussi à proposer une histoire et avoir de la personnalité. Captain Marvel est complètement médian. Donc franchement, je suis déjà à ma conclusion, hein. Franchement, je vais pas développer plus que ça sur Captain Marvel. La musique est random, la mise en scène est random. C'est un film random, bien raconté certes, avec un personnage attachant, et un couple de personnages attachants, et heureusement une intrigue plutôt bien écrite, ce qui fait que ça passe. Mais alors les scènes d'action, de spectaculaire pour un blockbuster, je suis désolé, c'est très 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 médian, hein. Rien ne m'a réellement marqué, je trouve, dans ce film, en termes d'image, en termes d'histoire. J'ai trouvé le film sympathique, mais sans plus. Et je trouve que c'est... inquiétant. C'est inquiétant parce que même si après Avengers Endgame est excellent, ce que j'espère, hein, même si j'ai des réserves, et conclut bien toute cette première grande histoire des Avengers, on sera quand même passé par des films, je pense, qui pour moi sont des mauvais signes. Montre que pour moi c'est vraiment la première fois où je sens de la roublardise. Déjà j'avais tiré la sonnette d'alarme sur Ant-Man 2 parce que je trouvais que Peyton Reed avait plus grand chose à raconter avec le personnage et qu'il poussait plus trop son histoire jusqu'au bout. Mais là je trouve qu'on franchit un palier avec Captain Marvel parce que l'histoire a quelque chose à raconter mais la réalisation non. Alors vous allez me dire, ils ont encore changé de réalisateur et ils essayent des nouveaux réalisateurs, donc ça ne peut pas marcher à chaque fois. C'est vrai, hein, la preuve avec Alan Taylor,
qui était un peu arrivé en catastrophe sur Thor 2, comme je l'avais expliqué. C'était pas lui qui devait réaliser à la base. Mais nonobstant, il avait proposé des choses spectaculaires. Il y avait quand même quelque chose de spectaculaire, simplement de la personnalité par endroit. Là, vraiment, sans connaître la filmographie d'Anna Boden et Ryan Fleck, j'ai pas envie de voir le reste, parce que je trouve que ça manque de personnalité. Si vous connaissez bien leur filmographie, les séries qu'ils ont fait, et ainsi de suite, n'hésitez pas à me dire de mater, ça peut être très intéressant, hein. J'ai pas vu leur autre film. Mais là, si je dois partir de Captain Marvel, c'est tellement lambda, ça manque tellement de personnalité, et finalement aussi de spectaculaire, parce que je peux critiquer le fait que les frères, notamment Russo, manquaient vraiment de personnalité dans Captain America The Winter Soldier, mais alors leur sens du spectacle et de l'intensité, non. Ça, par contre, c'était incontestablement intense, rythmé et spectaculaire. Ça franchissait vraiment des caps. Là, le film n'arrive pas à franchir un cap. Alors peut-être parce qu'il a été freiné avant Avengers Endgame, hein, c'est possible. Mais ça ressemble pas à Kevin Feige de faire un sous-film sous prétexte qu'il y en a un autre qui arrivait. Et j'espère que c'est pas une habitude qui est en train d'être prise. Parce que entre Infinity War, on a eu le droit à un film très 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 moyen, voire mauvais. Moi, je trouve vraiment Ant-Man 2 pas bon du tout sur plein de points. Enfin, je suis méchant, mais je vous renvoie à ma critique, mais honnêtement, même avec le recul, là, c'est un film qui m'a laissé un goût pas amer, mais je me disais franchement, à quoi bon, quoi, ce film? C'est un film pour introduire l'univers quantique. Maintenant, on sait que ça va être un truc très important dans Avengers Endgame. Tout un film pour introduire un truc, non, introduisez-le directement dans le film suivant, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça ressemble tellement à on fait des films pour potentialiser, parce que vous êtes des milliards à venir voir nos films. Et ça, c'est vraiment triste, parce que je sentais pas ça il y a encore 3-4 films du MCU, du Marvel Cinematic Universe, et je trouve que Captain Marvel a un syndrome équivalent, mais différent. On prend un film pour introduire un personnage parce qu'il va être important, et parce que l'actrice est très bien, et voilà, mais on n'a pas pris des réalisateurs, ou un couple de réalisateurs en l'occurrence, là, qui avaient quelque chose à en faire. Ils avaient rien à dire sur Captain Marvel. Je suis désolé, cette réalisation ne dit rien. Alors je suis peut-être méchant, parce qu'encore une fois, c'est un film sympathique. Mais je vais donner un exemple qui pour moi syncrétise ça. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais l'exemple que j'ai en tête, c'est, on a un moment dans le film, la musique I'm Just a Girl, qui date donc des années 90, donc c'est bien vu en termes de timing et tout, c'est bien vu. C'est la fameuse ficelle de prendre des musiques de l'époque pour renvoyer les spectateurs à cette époque-là, ce qui est c'est du Scorsese dans le style, enfin voilà, on va pas refaire l'histoire du cinéma, mais on comprend que ça marche. Et ça arrive à un moment précis, évidemment, où la fille qu'on pensait être moins forte que les autres tatane tout le monde, ce qui est plutôt malin. Mais là où je trouve que ça ne marche pas, c'est que non seulement c'est I'm Just a Girl, ce qui est un peu frontal, c'est un peu ce que je critiquais notamment dans Suicide Squad en disant, voilà, on a une armée de freaks, qu'est-ce qu'on met comme musique Seven Nation Army. Enfin, vous voyez, c'est tellement évident de mettre des musiques. J'ai envie de d'inventer un truc moi-même, c'est, vous avez... la chanson s'appelle Maman je t'aime, et les paroles c'est Maman je t'aime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette évidence-là. Tout faire de manière évidente. Tout faire comme si il fallait surligner les choses. Et là, pour moi, I'm Just a Girl, à un moment-là dans le film, c'est juste un surlignage. Ça pourrait être sympathique, mais le pire, c'est que je trouve qu'il n'y a même pas d'idée dans le rythme de la musique qui apporte quelque chose dans la mise en scène. L'excellent contre-exemple de ça, c'est Cherry Bomb dans Les Gardiens de la Galaxie, parce que Cherry Bomb, c'est chanté par une fille, ça parle de filles, et on voit les groupes des gardiens à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'une fille, c'est un groupe. Et dire que c'est des cherry bombs, c'est aussi envoyer quelque chose d'un peu cheesy, d'un peu drôle sur eux. C'est renvoyer à cette idée aussi un peu féministe, alors qu'il n'y a qu'une seule femme dans le groupe. Et que quelque part, c'est la leaduse morale. Enfin, vous voyez comment on peut amener de la nuance tout en mettant quelque chose de pop. Je trouve que c'est un excellent exemple qui a le potentiel qu'avait Captain Marvel n'est pas utilisé. C'est le moment où on entend Come As You Are comment dire, un autre exemple, hein, on entend Come As You Are à un moment donné. Et c'est pile le moment où le personnage doit devenir qui il est, donc viens comme tu es. Mais c'est faible, c'est vraiment faible comme utilisation de cette culture-là aussi. Et je trouve que c'est à l'image de ce film, c'est un film qui n'a pas d'ambition sur ce qu'il a envie de raconter. Qui utilise ce qu'il a parce que c'est sympa, parce que c'est marrant, c'est tout. Ça s'arrête là. Du coup, les deux choses que je voulais pointer, elles sont là. La première chose, c'est que Captain Marvel est pour moi un mauvais signe de ce que pourrait devenir le MCU après Avengers Endgame. Je pense qu'ils vont faire le taf dans Endgame. Mais honnêtement,
Je vois arriver des films sur The Eternals et plein de choses comme ça, et je me dis zut, si ça introduit pas des choses fondamentales, s'ils ont pas de choses à raconter avec ces personnages-là, qu'ils arrêtent de faire des films pour ces personnages-là, qu'ils introduisent des groupes, tant pis si on a 12 films Avengers et si ce qu'on nous raconte est intéressant, mais qu'ils arrêtent de capitaliser sur un personnage en essayant de faire du blé. Ça, franchement, j'espère qu'ils vont faire ça. Honnêtement, pour moi, Captain Marvel, c'est à mon tour. J'ai vu d'autres critiques petit à petit dire ça à différents films avant sur le Marvel Cinematic Universe. Certains le disaient déjà à l'époque de Iron Man 3, par exemple, ce à quoi je ne souscris pas du tout. Mais par exemple, d'autres le disaient déjà sur Ant-Man 2. Et là, maintenant, moi, avec Captain Marvel, je commence à le penser sérieusement. Il y a des films qui font remplissage en attendant, là. Et s'ils n'ont pas de personnalité, même si le scénario est bon, ça ne suffit plus. Ils sont arrivés à un niveau d'intensité et de qualité dans le Marvel Cinematic Universe qui nous donne la liberté de demander plus. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la scène post-générique que j'ai trouvée, encore une fois, je fais la même critique que sur Thor Ragnarok, c'est-à-dire on a une scène post-générique, sur Doctor Strange, excusez-moi, qui était avant Thor Ragnarok, qui introduisait... Je trouvais de manière complètement gratuite le personnage de Doctor Strange dans Thor Ragnarok pour que finalement dans Thor Ragnarok il n'ait qu'une place minime. Là c'est un peu un événement inverse. Ils sont obligés, comme c'est le Marvel Cinematic Universe, de faire des scènes post-génériques. D'ailleurs ils en font des scènes de plus en plus débiles, qui ont de moins en moins de sens je trouve, ou qui introduisent tellement mal le film suivant, ou trop loin. Là la scène post-générique, j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'arriver après l'introduction du film suivant. Enfin, je trouve ça problématique. C'était supposé teaser quelque chose, donner envie d'aller au-delà, ou amener quelque chose qu'on n'aurait pas dans le film suivant. Et je trouve qu'on est en train de perdre cette intelligence-là dans cette série-là. Ça m'inquiète. Honnêtement, je trouve que le Marvel Cinematic Universe file un mauvais coton. Je vais donc conclure ici, parce que je voulais faire court aujourd'hui, et c'est pas si mal de temps à autre de faire un peu plus court. Captain Marvel est un film sympathique. Mais de là à dire que ça vaut le coup d'aller le voir si on s'intéresse pas au Marvel Cinematic Universe, non. Et en plus, il y a des mauvais signes que ces films-là commencent à être des films, je trouve, de super-héros sans personnalité. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique. Quand tu as été capable de faire Thor Ragnarok, Taika Waititi n'avait rien à raconter sur Thor, mais il avait envie de raconter quelque chose, il avait un univers à apporter. Je préfère ça. Je suis pas un fan de Thor Ragnarok, encore une fois, et je pense qu'il y avait des choses à raconter avec Thor dans ce troisième film qui ont contredit la trilogie. Mais je vous renvoie vers ma critique de la trilogie si vous voulez voir mon avis un peu plus précisément. Mais au moins, il y avait de la personnalité. Là, vraiment, dans Captain Marvel, il n'y en a pas. Mis à part ce que l'actrice apporte, et j'insiste, elle est très bien dans le rôle, elle a ce côté statufié, ce côté héros comme ça, orgueilleux, mais que je trouve qu'elle imprime complètement parfaitement. Et honnêtement, c'est le point fort du film avec sa relation avec Nick Fury. Mais sinon, le reste est tellement d'un niveau, c'est tellement 10 sur 20 que c'en est décevant. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là. Pour une fois, je fais court, c'est pas plus mal, hein. Ça change un petit peu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, mais surtout liker, partager si vous voulez. Il n'y a pas de souci, c'est sympa et c'est toujours intéressant. Mais je préfère avoir votre avis, notamment là-dessus. Si vous avez vu d'autres films, comme j'ai dit, d'Anna Boden et Ryan Fleck, n'hésitez pas à me les conseiller si vous les avez trouvés bons. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Captain Marvel, qui, pour la petite parenthèse finale, est en train de cartonner au box-office. Ça fait 900 millions, donc on aura probablement une suite de Captain Marvel. Je pense que malheureusement ce sera avec le même couple de réalisateurs et c'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être que je changerai d'avis en revoyant le film, hein, mais pour l'instant, je vous dis franchement, je pense pas. Donc voilà, c'est en train de cartonner, donc tant mieux pour lui, mais ça m'inquiète un peu parce que je sens que le MCU est devenu un produit de consommation qui, voilà, amène maintenant une sorte d'évidence. J'ai l'impression qu'ils sont pas foulés, quoi, sur la personnalité de ce film, et ça pour moi c'est vraiment dommage. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Allez, j'arrête ici, décidément on peut jamais m'arrêter de parler. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.